Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Chaos Global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges. Il est malade déjà. Nous allons vous parler de l'important de l'actualité. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons vous parler de l'enchevêtrement de l'actualité russe, européenne et française avec cette espèce de quasi-état de guerre dont la Russie a menacé la France et la Grande-Bretagne. On vous en dit tout de suite quelques mots, mais tout d'abord, souvenez-vous, abonnez-vous à notre canal Telegram, c'est gratuit. Telegram, c'est 10 secondes de téléchargement. Ça vous permet de suivre notre actualité à longueur de journée, en continu, avec des exclus, des petites interviews, des petits passages, des petites confidences qu'on vous fait sur cette chaîne, en plus de l'actualité habituelle. Et puis, nous sommes quand même heureux de vous dire que notre liste Prenons-nous en main prend en bonne tournure. Ouais. C'est le tête de liste, alors félicitez-le. On vous tiendra informé cette semaine et probablement lundi prochain de l'avancement de ce dossier. Mais en tout cas, je le dis, on s'y est pris comme des buses, comme on disait quand j'étais petit. On a préparé cette liste à la dernière minute et en 15 jours, je pense que nous avons bouclé, je croise les doigts, on touche du bois, conjurons le sort, mais a priori nous parviendrons à boucler une liste en urgence à la dernière minute. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus et qui continueront encore à nous soutenir. J'en profite pour dire que nous organiserons une session cet été de formation pour les cadres de notre parti libertarien. Et donc ceux qui se sont déclarés candidats, tenez-vous prêts, cet été vous serez formés si vous n'êtes pas élu au Parlement européen, bien entendu. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis pensez à vous abonner au Courrier des Stratèges, évidemment. Nous vous parlons tout de suite de l'actualité internationale avec un enchaînement d'événements, une cascade d'événements qui implique la France, la Russie, la Grande-Bretagne, et on vous en dit tout de suite quelques mots parce que ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Macron. Alors sur le fond, d'abord, est-ce qu'on peut évacuer tout de suite un sujet, Édouard, deux sujets d'ailleurs, mais le premier, le plus anecdotique, c'est le changement surprise de ministre de la Défense en Russie. Vladimir Poutine a évincé le fameux Shoigu pour le remplacer par un technocrate. C'était un peu inattendu. Explique-nous ce qui se passe, ce qui s'est passé en Russie. Oui, alors Shoigu a été remplacé effectivement par un économiste qui s'appelle Andrei Belousov. Alors Shoigu était ministre de la Défense depuis 12 ans et certains le voyaient comme inamovible. D'autant plus qu'il avait survécu aux attaques de Prigojine. On se rappelle que l'un des motifs de Prigojine pour monter sa révolte contre Poutine, c'était précisément de dire Shoigu n'est pas un bon ministre de la Défense, l'opération spéciale, comme l'appellent les Russes, n'avance pas, etc. Bon. Alors, on avait remarqué il y a quelques semaines que, c'est juste avant l'élection présidentielle, que Poutine avait fait arrêter le second de Shoigu, pour corruption. C'est une affaire, d'après ce qu'on a appris, qui avait été menée pendant plusieurs années, une enquête, donc Shoigu était forcément au courant. Malgré tout, son second avait été arrêté, et ça avait frappé les observateurs. Avant les élections. Avant les élections. Et ça avait frappé les observateurs parce que la dernière image qu'on avait, effectivement, de l'adjoint de Shoigu, c'était assis à côté de Shoigu. Donc, bon, puis ensuite les gens n'y pensent plus, et là on apprend qu'il y a un remaniement ministériel en même temps que Vladimir Poutine entame son mandat, ce qui sera sans doute son dernier mandat de 6 ans, et donc, alors d'abord, c'est normal qu'on change des ministres lorsqu'il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Bon. Mais je pense qu'il faut insister sur ce contexte de corruption possible, puisque l'argent brassé par le ministère de la Défense ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, on est à pratiquement 6,5% du PIB consacré à la défense. Donc c'est énorme, on se rapproche des proportions qu'il y avait à l'époque soviétique. Si on ajoute que Shoigu était en place depuis 12 ans, je pense qu'il est assez naturel que Poutine veuille le changer pour éviter qu'il s'enquiste dans son poste. Il a été nommé président du
vice-président du Conseil, du Conseil de sécurité, poste occupé jusque-là par un homme de confiance de Poutine, Nicolas Patrouchev. Donc, si on résume, ça n'est pas une rupture de confiance personnelle, mais c'est entre Poutine et Shoigu, mais c'est la volonté d'envoyer un signe très clair que la corruption au ministère de la Défense n'est pas acceptable, et puis avec des ministres en place depuis longtemps, aussi éviter que la Russie devienne une gérontocratie comme l'Union soviétique l'était devenue à une certaine époque. Alors, quand même, il faut préciser, Édouard, que la presse britannique, qui certes est perfide, comme tout ce qui vient de Grande-Bretagne, mais la presse britannique dit Shoigu lui-même avait un train de vie extravagant, avec une villa qu'il avait fait acheter sous le nom de son fils et qui coûtait si j'ai bien compris, 20 millions de dollars, quelque chose comme ça, et on lui reproche des comportements personnels et qui ne sont pas exemplaires, si j'ai bien compris. Après, je ne donne pas foi à tout ce que dit la presse britannique, mais il faut quand même redire que dans l'administration Poutine, il y a aussi de la corruption. On a beaucoup dit qu'il y en avait en Ukraine, à juste titre, et sans doute l'Ukraine est un pays infiniment plus corrompu que beaucoup d'autres pays dans cette région, mais il y a aussi de la corruption dans l'équipe Poutine. Bien sûr, il y a une lutte permanente contre la corruption. Je pense d'ailleurs que la comparaison avec l'Ukraine n'est pas déplacée. On peut dire dans une grande mesure que l'Ukraine, c'est un peu l'équivalent de la Russie si Poutine n'avait pas pris la tête de la Russie. Alors Poutine a mis les oligarques au pas. On voit bien que Zelensky est mené par les oligarques, et puis par ailleurs, ce sont des pays où il y a une lutte permanente contre la corruption, dans la bureaucratie aussi, et on peut dire que la différence entre les deux pays, c'est que la Russie, sans doute, combat plus énergiquement cette corruption, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Moi, je pense, Édouard, que voilà, Poutine s'est bien accommodé de la corruption aussi. Je fais confiance à la nomenclature russe pour avoir survécu au communisme. Sur le fond, il y a une offensive russe autour de Kharkiv pour certains. On s'est fait engueuler parce qu'on a dit Kharkov. C'est toujours Kharkiv, ne jetez pas... Je peux faire une incise là-dessus? Oui. Je veux dire, il faut arrêter le cirque. Là, en Ukraine, le russe est parlé par une grande partie de la population, même dans la partie qui n'a pas été annexée par la Russie. Moi-même, j'étais en Ukraine il y a 20 ans, dans les régions de l'Ouest, les générations les plus âgées parlaient plus le russe que l'ukrainien. Donc il faut arrêter avec cette chose-là. Ensuite, on peut préférer dire Kharkiv à Kharkov. Dans nos livres d'histoire, il est écrit Kharkov. Kharkov qui a été on allait à l'école, un lieu de bataille très célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Effectivement. Nous, les vieux boomers, il faut être indulgents avec nous. À l'école, on apprenait Kharkov. Et donc, quelle est la nature de cette offensive? Quelle est sa portée? Alors, deux remarques brèves. La première, c'est que les troupes russes attaquent en fait au nord de Kharkov, et en fait, il faut se rappeler que Belgorod, qui est en Russie, est visé par des drones ukrainiens depuis des mois. Et il y en a encore eu un il y a quelques jours et qui a fait des morts parmi les civils. Donc je suppose que les Russes veulent mettre fin à ça. Ensuite, Kharkov est peut-être le départ d'une offensive russe plus importante, en tout cas c'est ce que pense l'armée ukrainienne. Il est certain que l'armée ukrainienne est à bout de souffle sur plusieurs fronts, que les recrutements sont difficiles, et il se peut que les Russes aient pensé que c'était l'endroit où attaquer pour déstabiliser l'armée ukrainienne, en tout cas en début d'offensive. Donc concrètement, est-ce que, puisqu'on parle régulièrement dans la presse occidentale, on en a parlé dans le courrier, des risques d'effondrement du front ukrainien, est-ce que l'attaque de Kharkov inquiète particulièrement les Occidentaux parce qu'elle pourrait être le coup d'envoi d'un effondrement général sur le front? Alors, en fait, les Occidentaux sont inquiets sur l'ensemble du front. Il y a une fixation qui a été faite sur Odessa, parce que, effectivement, si jamais les Russes s'emparent d'Odessa, ou si Odessa tombe, tout simplement, sans même que les Russes aient beaucoup à faire pour ça, c'est stratégique, c'est l'accès à la mer de l'Ukraine. Mais la réalité, c'est que les Occidentaux sont inquiets. Là, il y a une dizaine de jours, il y a eu un des plus importants think tanks britanniques
spécialisé dans les affaires de défense qui s'appelle le RUSI, qui a publié une étude en disant à l'OTAN, s'adressant à l'OTAN et disant c'est une guerre d'attrition, ça n'est pas une guerre de mouvement. Et visiblement, l'OTAN ne s'est pas préparée à ce type de guerre, alors qu'il faut bien reconnaître que la Russie, après avoir cafouillé, semble s'y être bien préparée. Donc je pense que l'inquiétude, elle n'est pas simplement sur l'effondrement possible de l'armée ukrainienne, elle est aussi sur la façon de faire la guerre à la Russie. On rejoint le sujet du changement de ministre de la Défense. Le fait d'avoir nommé un économiste, c'est peut-être aussi de la part de Poutine, pour intensifier l'effort de l'industrie de défense russe, puisqu'on voit bien que c'est grâce à ça que la Russie semble prendre l'ascendant. C'est une guerre de production, en réalité. Une guerre de production. Production d'armement. Effectivement, et au grand étonnement des Occidentaux eux-mêmes, le monde occidental ne produit pas assez d'obus, ne produit pas assez de drones par rapport à la Russie. Alors, Emmanuel Macron, bon, pour revenir à ces sujets, et que le cœur du sujet du jour, Emmanuel Macron avait dit à une époque que si le front ukrainien s'effondrait, enfin si les Russes perçaient le front, et si les Ukrainiens le demandaient, nous enverrions des troupes. Et certains ont dit qu'on avait envoyé des troupes à Slaviansk notamment. Par ailleurs, il a déclaré dans une interview, alors je sais plus sur quel. À The Economist. À The Economist, il a dit. Le 2 mai. Non, il a répondu il a diffusé un clip. Il a répondu à des questions d'internautes disant j'espère que nous n'aurons pas à faire la guerre. Ah, cette fin de semaine. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi quelle est la situation, puisque on a l'impression que Macron maintient toujours la peur de la guerre, qui est à mon avis une peur fondée, mais on a l'impression qu'il fait un pas en arrière par rapport à ses déclarations très guerrières du mois d'avril notamment. Il y a 2 mois, il bombait le torse et il disait je vais sans doute avoir envoyé des mecs là-bas. Et là, cette fin de semaine, c'est à quoi tu fais allusion, il a dit j'espère que nous, et quand il disait nous, c'est les Européens, nous n'aurons pas à nous impliquer. Que s'est-il passé entre-temps? Alors il y a des événements en fait beaucoup plus dramatiques qu'ils n'en ont l'air et qui n'ont absolument pas été rapportés par nos médias, sinon de manière anecdotique. En fait, il semble bien qu'il y a eu une opération de guerre psychologique montée par les Russes aussitôt après l'interview que Macron a donnée le 2 mai, enfin c'est paru le 2 mai, au journal The Economist, où il réitérait son envie d'envoyer des soldats français en Ukraine. Alors il y avait, on l'a dit, il y avait des rumeurs depuis des semaines sur la présence de soldats français, de soldats de la Légion étrangère en Ukraine. Mais ça s'était resté confiné aux médias russes. Et tout d'un coup, on a vu apparaître ça dans un média anglophone asiatique, l'Asia Times, un média de Hong Kong, et ça a été repris par des gens très sérieux. Et ça a été attribué à un journaliste, enfin c'était sous la plume d'un journaliste qui connaît bien les services américains. Alors là, tout le monde s'est dit, que se passe-t-il? Ça, c'était vendredi, donc vendredi 3 mai. Et puis, ça se diffuse pendant la fin de semaine, et le lundi, le ministère des Affaires étrangères russe, je dis bien des Affaires étrangères, mais visiblement en concertation avec le ministère de la Défense, annonce qu'il y aura des manœuvres avec des armes nucléaires tactiques russes. La date n'a pas été précisée, mais c'est imminent. Et dans son justificatif, le ministère des Affaires étrangères explique que c'est parce que Macron fait des déclarations belliqueuses, parce que David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, lui aussi a provoqué en disant qu'il fallait que les armes livrées frappent le territoire russe en profondeur. Et puis, il y a enfin la mention d'un certain nombre de déclarations américaines. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est Macron qui est mis en avant. On apprend le même jour que l'ambassadeur de France à Moscou, M. Pierre Lévy, est convoqué au ministère des Affaires étrangères russe, et on apprend dans la foulée qu'il assistera à l'inauguration du président Poutine qui a eu lieu le 7 mai. À la grande surprise de tous ses collègues européens, puisque normalement il y aurait dû y avoir une concertation.
Donc visiblement, il s'est passé quelque chose. Il faut redire que nous contestions la légitimité de cette élection. Et donc il y avait une forme de non-reconnaissance du nouveau mandat de Poutine. Et Pierre Lévy prend tous ses confrères ambassadeurs de l'Union européenne à contre-pied, puisqu'il y va. Alors, que s'est-il passé? Et c'est là qu'on doit se poser la question, et en fait, poser la question, c'est commencer à y répondre. Est-ce qu'il n'y a pas eu une franche reculade du gouvernement français qui, devant l'annonce de manœuvres nucléaires et devant le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe, a d'abord essayé le déni. Le ministère des Affaires étrangères lundi dit non, c'est pas vrai, tout ça c'est des rumeurs, il n'y a pas de soldats français. Et puis après, on essaye de dire c'est quand même trop injuste que notre ambassadeur ait été convoqué comme ça, les Russes instrumentalisent la diplomatie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon voilà, c'était ce qui était écrit, et surtout il va assister à l'inauguration de Poutine. Tu as fait un grand article pour dire que c'était en plus une inauguration menée avec faste. Ça avait de la gueule. Voilà, et donc entre nous, je plains Pierre Lévy qui est un atlantiste convaincu de s'être retrouvé là alors qu'il n'avait pas l'intention d'y aller. Peut-être qu'il aime bien les beaux uniformes, et ça va à côté guerre napoléonienne. Voilà, en tout cas, les Russes ont dû avoir le sourire en le voyant assis. Et mon hypothèse, c'est que Macron a dû reculer, c'est-à-dire qu'il parlera peut-être au pluriel, nous, de manière un peu hypothétique, mais je peux me tromper, hein. D'ailleurs je le dirai si je me suis trompé, mais pour moi, l'histoire d'envoyer les soldats français en Ukraine, on ne va pas en entendre parler avant très longtemps. Alors, est-ce que, si je traduis ce que tu viens de dire, est-ce que concrètement, les Russes ont menacé la France, Emmanuel Macron, et on le sait, on en dirait quelques mots des sources qui évoquent ce sujet, et la Grande-Bretagne, est-ce qu'ils les ont menacés d'élever le conflit à un niveau nucléaire pour les dissuader d'envoyer des troupes? Oui, puisque dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe, il est dit que les déclarations du président français, M. Emmanuel Macron, sont particulièrement dangereuses et irresponsables, étant donné qu'il s'agit d'une puissance nucléaire s'adressant à une autre puissance nucléaire. Je pense qu'on peut difficilement être plus explicite, sauf à passer à l'action. Et en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu à Paris. Est-ce que, de ton point de vue, Emmanuel Macron a eu la tentation de passer outre et d'aller à la confrontation avec la Russie, et l'état-major lui a dit « Non mais monsieur, on ne fait pas comme ça ici », ou est-ce que lui-même s'est dit « Oups, là, la cour de récré c'est fini, je rentre dans le monde des adultes et il faut que je me calme ». Alors, nous n'avons pas plus d'informations sur les réactions de l'état-major. Moi, j'ai vérifié tout ce qui était les déclarations faites par les uns et les autres. Par exemple, on avait passé dans un article que l'Élysée avait démenti la présence de troupes en Ukraine. Non, c'est pas l'Élysée qui l'a fait, c'est le ministère des Affaires étrangères. Bon, mais il y a un fait pour moi décisif. C'est la présence de Xi Jinping. Et alors, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les Russes font consciemment publier ce message en pleine visite de Xi Jinping en France. Et alors que Macron vient de dire à la presse qu'il est très content parce que Xi Jinping s'est engagé à ne pas livrer d'armes à la Russie. Et là, les Russes sortent ce communiqué. Donc, il y a une humiliation. Et personnellement, je trouve les communiqués des deux parties chinoises et françaises trop arrondis pour refléter ce qui a vraisemblablement été la discussion très âpre. Là, je ne parle pas de la discussion avec Ursula von der Leyen, je parle de la discussion en tête-à-tête de Macron et Xi Jinping sur le sujet de l'Ukraine. Je pense que la question de prendre au sérieux la proposition chinoise de paix, en particulier lors de la rencontre qu'il va avoir en Suisse dans quelques semaines, ça a été âprement discuté, puisqu'on sait que cette proposition chinoise, elle inclut implicitement la reconnaissance de la Crimée et vraisemblablement aussi l'annexion des territoires. Alors, au passage, mais je voudrais, avant qu'on parle de quelques mots de la Chine, que c'est un sujet important, dire que sur cette affaire
on va dire, de confrontation, il va mal finir. Sur cette affaire de confrontation, on envoie un clin d'œil à Philippe Grasset, qui tient le site des Defensa. Oui. Et je dois te dire que je le dis avec émotion, puisque quand j'étais petit, c'est-à-dire j'avais 10 ans, 11 ans, j'aimais bien lire un journal qui ressemblait un peu à France Soir de l'époque, qui s'appelait La Meuse. Et Philippe Grasset tenait une chronique Affaires étrangères dans La Meuse. Il a fait un très bon article dans des Defensa. Qui m'a mis la puce à l'oreille, hein. Moi je cite mes sources, effectivement. Et je remercie Philippe Grasset puisque récemment il nous a cités, et je lui enverrai un mot personnel parce que je suis très ému de voir que des gens que j'admirais quand j'avais 9 ou 10 ans se mettent à nous connaître en tout cas, et je le salue, je salue la qualité de son travail que je suis en réalité depuis plus de 45 ans maintenant, depuis 45 ans. Sur la Chine, là aussi, puisqu'on parlait de Philippe Grasset qui écrivait dans la presse, à une époque, la presse, même populaire, pouvait sortir des articles qui avaient du sens. Et là, la presse subventionnée a passé totalement sous silence, ou presque, la portée de la visite de Xi Jinping et surtout sa signification, puisqu'il est allé en Serbie, il est allé en Hongrie se présenter comme une puissance alternative à l'aide des Européens. Et j'ai lu un article scandaleux du Monde, qui mérite bien son surnom de l'immonde, qui est de l'ordre du sous-article, de sous-opinion dénigrant la position de la Chine sur des bases, mais d'une bêtise absolument ahurissante. À une époque, Le Monde était un journal de référence, maintenant c'est quand même un journal de déférence vis-à-vis du pouvoir. On peut rappeler d'ailleurs au passage que dans les années 50, sur tous ces sujets de politique étrangère, Le Monde d'Hubert Beuve-Méry n'était pas aimé, mais était respecté parce qu'il prônait la neutralité dans la guerre froide. Il souhaitait qu'il y ait une position équidistante de la France. Alors, on en est loin aujourd'hui. En tout cas, l'article était d'une médiocrité absolument indigne d'un journal subventionné. Est-ce que la Chine est en train de faire ses emplettes sur les champs de patates, si j'ose dire, de l'Union européenne? C'est-à-dire, est-ce que Xi Jinping tend les bras à tous ceux que la Commission européenne et son centralisme démocratique fâchent? Oui, alors... Une petite remarque, Xi Jinping venait pour le 60e anniversaire de la reconnaissance de la Chine populaire par le général de Gaulle. Je rappelle qu'il était déjà venu il y a 10 ans, et qu'il y a 10 ans, il s'était rendu dans le bureau du général de Gaulle, l'ancien bureau du général de Gaulle, rue de Solferino, pour s'incliner et signer le livre d'or. Donc c'était un signe très fort de Xi Jinping de revenir exprès. Je remarque au passage qu'il ne s'est pas rendu en Allemagne ni en Grande-Bretagne. Effectivement, il est venu en France, et les 2 autres pays où il est allé, ce sont la Hongrie et la Serbie. Alors, d'une certaine manière, il a fait appel à la tradition française d'équidistance entre les blocs, et il a tendu la main à Macron. Je ne sais pas s'il se fait des illusions, mais en tout cas, il a tendu la main à Macron. Macron saura-t-il la saisir plus de quelques heures? Je ne sais pas. Le fait d'aller en Serbie, c'était un geste très fort, puisqu'on se rappelle qu'en pleine guerre du Kosovo, les États-Unis, qui n'avaient que de très vieilles cartes datant du 19e siècle, ont bombardé par mégarde l'ambassade de Chine. Ils soutiennent que c'est l'armée française qui avait donné de mauvaises coordonnées. C'est sans doute ça, voilà. Et donc, plus sérieusement, en pleine confrontation potentiel sur Taïwan, Xi Jinping a montré qu'il n'avait pas peur de rappeler les raisons que la Chine a d'être mécontente des États-Unis. Et il est allé d'autre part en Hongrie, il faut savoir que l'une des façons qu'a Viktor Orban de résister à la pression de l'Union européenne, on arrive à ton sujet, c'est précisément de s'appuyer sur la Chine de plus en plus, et en permettant des investissements chinois qui puissent équilibrer les investissements de l'Union européenne. Donc là aussi, c'est un geste extrêmement fort. En réalité, ça n'est pas nouveau que la Chine profite
des problèmes de l'Union européenne. On se rappelle leurs investissements en Grèce après la grave crise de 2010-2015. Et investissements dans le port du Pirée. On se rappelle les investissements en Italie. Donc ça n'est pas nouveau, mais il est certain que ça prend une signification nouvelle dans la situation où se trouve l'Union européenne, asphyxiée par la fin du gaz russe bon marché, avec des investissements américains qui deviennent de plus en plus prédateurs, objectivement, et donc la Chine va jouer cette carte-là, et je pense qu'en particulier dans le domaine agricole, dans le domaine d'un certain nombre de technologies où les Européens continuent à exceller, et peut-être aussi la Chine va-t-elle proposer un partenariat sur l'énergie verte, sur la voiture électrique et autres. Enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs, c'est déjà en cours. Donc ce sont des choses compliquées, ambiguës, mais très certainement Xi Jinping sait ce qu'il fait, n'en déplaise au journal du soir que tu citais tout à l'heure. Alors, quand même, j'en parlais ce matin dans les colonnes du Courrier, le fameux traité OMS sur les pandémies a pris l'eau, et a priori les négociateurs internationaux ne sont pas mis d'accord sur un mécanisme contraignant de dictature sanitaire mondiale en cas de pandémie. Tout le monde parle d'une crise du multilatéralisme parce qu'il était au fond un faux-nez de la domination occidentale. Est-ce que tu penses, Édouard, que la Russie et la Chine sont en train, de fait, à la fois implicitement et explicitement sur certains aspects, sont en train de torpiller le multilatéralisme dominé par l'Occident? Alors, rappelons que la Russie et la Chine ont toujours été ambiguës. Et la Chine, par exemple, a été très présente à l'OMS avec l'idée, la Chine a contribué à cette volonté de dictature sanitaire mondiale. Rappelons que la Russie, depuis la période soviétique, a toujours joué le multilatéralisme. Il est certain qu'aujourd'hui, y compris sanitaire. Il est certain qu'aujourd'hui, les deux pays sont devenus de plus en plus méfiants et mettent l'ONU et ses succursales, ou ses filiales au pied du mur, donc l'OMS en fait partie, en disant est-ce que vous êtes simplement le lieu, la chambre d'enregistrement des Occidentaux, et en particulier dans le cas de l'industrie pharmaceutique, des entreprises occidentales, ou bien est-ce que vous jouez votre rôle impartial à l'échelle de la planète? Et je pense que c'est un débat qui va remonter jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Bon, concrètement, quand même, pour Emmanuel Macron, c'est une période noire, parce qu'on se souvient qu'il avait commencé la campagne électorale avec son premier meeting de Valérie Ayer en expliquant la Russie nous menace, il faut soutenir l'Ukraine, ça n'a pas bien pris. Alors, tu t'étais demandé si ça allait marcher, et tu pensais que ça pouvait marcher, mais visiblement ça n'a pas marché. C'est vrai que je pensais qu'il y aurait une grande crise en Ukraine organisée pour justifier un durcissement des positions bloc à bloc. Et donc Macron se retrouve sans argument. Donc on a vu cette fin de semaine, il a changé. Maintenant, il veut débattre avec Marine Le Pen. Attal va débattre avec Bardella. Et il va falloir démasquer le Frexiteur qui se cache derrière Jordan Bardella. Il a du boulot. S'il y en a 3 ans devant nous. Concrètement, la semaine prochaine, on parlera élection européenne. Il y a quand même un vrai sujet, c'est quel est l'enjeu aujourd'hui d'une victoire du RN, l'enjeu d'une défaite de Renaissance aux élections. Certains disent qu'on fait monter Bardella dans les sondages pour pouvoir dire « Ah, il a fait moins bien en bout de course que ce qu'il aurait dû faire, c'est une défaite ». Est-ce que tu crois à ce phénomène ? C'est certainement une tactique sondagière, et de même que tout va être fait pour pousser dans les sondages Valérie Ayer le plus longtemps possible. Mais enfin, les situations ont quand même l'air assez figées, avec un bloc prêt à voter pour le Rassemblement national, en particulier dans l'électorat populaire, et puis un bloc macronien qui se rétrécit. Merci Édouard, on se retrouve lundi prochain à 18h. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. À bientôt.